Bonjour chers amis, je suis ravie d'être parmi vous à cette édition du Club Thorax. Je remercie le comité d'organisation et Site Baï pour l'invitation. Alors sans tarder, on va commencer cette quatrième séance sur les oubliés du thorax et j'appelle professeur El-Hajjam pour nous traiter le premier sujet, donc l'œsophage. Vous avez 20 minutes, c'est Mustafa. Merci. Sabah al-Khir, je vais vous parler d'un des oubliés du thorax qui s'appelle l'œsophage. Wama ansanihi illa. Voilà, alors pour vous mettre dans le bain, tout de suite, un dossier. Vous voyez ce malade qui arrive, qui a une énorme masse ici sur la paroi. Il a une lésion au niveau de l'os. Il a des lésions secondaires pulmonaires. Il a 47 ans. L'œsophage est dans le thorax. Et ce patient avait une tumeur de l'œsophage qui était responsable de ces métastases à la fois osseuses et pulmonaires. Donc l'œsophage fait partie intégrante des examens qu'on doit regarder au niveau thoracique. Vous voyez que c'est un organe qui a une portion pariétale, superficielle au niveau du cou, une portion thoracique, une portion péritonéale, et il est l'objet de la convoitise de beaucoup de praticiens. Chacun y trouve son compte dedans. Un élément qui intéresse déjà les chaînes ganglionnaires, les chaînes 5, 8 et 9 sont explorées par voie endo-œsophagienne. C'est une sorte d'endoscopie avec des prélèvements qui se font par voie endo-œsophagienne et pas par voie endobronchique. Il se situe, on a vu le topo hier sur le médiastin, dans ce qu'on appelle le médiastin viscéral avec les autres viscères par rapport au médiastin prévasculaire et au médiastin postérieur. On va regarder, passer en revue quelques pathologies, bien sûr la plus importante qui est le cancer, avec ces deux entités que sont l'adénocarcinome qui touche le bas-œsophage et le cardiaque sur de l'endobrachie-œsophage, et puis le carcinome épidermoïde qui intéresse la totalité de l'œsophage. Cette entité se traite par radiochimiothérapie exclusive. L'entité adénocarcinome, quand elle est opérable, elle se traite par une chimiothérapie d'induction à base de flotte, qui est le traitement actuel, et ensuite suivi d'une chirurgie. Alors, vous avez ici un cas avec un carcinome épidermoïde sous forme de ce petit épaississement. Bien sûr, l'examen essentiel, c'est l'endoscopie. Vous avez une atteinte adénocarcinomateuse du bas œsophage, et donc vous voyez cette forme avec ce scanner initial, et on a cette forme qui est très étendue ici, qui s'étend jusqu'à l'estomac, qu'on peut voir dans les différents plans pour la situer, et elle obéit à une classification très connue des chirurgiens digestifs et qui doit être connue des radiologues, un peu moins peut-être des pneumologues, ce qu'on appelle la classification de Sievert, pour savoir si nous sommes sur la portion thoracique ici, sur la jonction entre les deux, ou sur une extension intra-abdominale. Ici, nous sommes dans le type 2 de Sievert. Ces malades, les adénocarcinomes, vont avoir une chimiothérapie d'induction à base de flotte, 5-fluoruracil avec l'oxaliplatine et deux autres molécules. Et vous voyez que cette scanner de contrôle, comme d'habitude, avec les critères RECIST, ils sont un peu visuels. Cette tumeur qui va diminuer de taille dans les différents plans, on va la voir, elle s'est complètement rétrécie, elle est devenue hypodense, et on va être amené à opérer ces patients par cette chirurgie qui s'appelle le Lewis-Santi, qui consiste en une thoracotomie droite pour couper la portion haute de l'œsophage, tubuliser l'estomac et le faire remonter à travers le diaphragme, faire une anastomose ici au niveau thoracique. Ces malades, quand ils sont opérés, au 5e jour, il faut les contrôler par un scanner opacifié. On leur fait ingérer du produit de contraste et pas du produit de contraste qui est mis par la sonde nasogastrique, parce que finalement, le produit de contraste, si vous le mettez par la sonde, il va arriver là, il ne va pas montrer cette plastie œsophagienne. Il faut prendre du produit de contraste qui est hydrosoluble, dilué à 5% pour que ça ne soit pas trop opaque, pour garder l'étanchéité de cette plastie œsophagienne et surtout de cette anastomose à cet endroit-là qui est extrêmement importante. Vous avez le choix entre des produits de contraste français ou allemands, mais en tout cas le couple franco-allemand, vous connaissez leur parcours avec cette histoire de « je t'aime, moi non plus », et je ne sais pas où ça va finir avec l'histoire de la Russie et tout ça. Et donc, ce contrôle est indispensable pour détecter des fistules, comme vous voyez ici, une fistule dans la plèvre avec du produit de contraste qui est sorti à travers l'anastomose. Il n'y a pas moyen de le savoir. Il faut faire une série sans injection, ensuite il faut
faire ingérer du produit au patient pour voir cette fuite de façon très authentique. Et puis, ça peut intéresser là, les pneumologues avec cette fistule qui s'est faite avec la bronche souche droite, qui est documentée très nettement par l'ingestion d'un produit de contraste hydrosoluble qui va passer à travers ce trou béant. Mais alors ici, en l'occurrence, il faut mettre les malades sur le ventre, puisque l'œsophage est en arrière pour que ça tombe et que ça passe dans la bronche. Alors, les adénocarcinomes, les carcinomes épidermoïdes ou les adénocarcinomes, quand ils sont très étendus, ils vont être traités par des mises en place de prothèses, parce que le patient, il faut bien qu'il s'alimente quelque part, parce que c'est une tumeur qui est très étendue, permettant de faire un traitement palliatif. Mais nous avons également d'autres possibilités de traitement. Alors ici, vous avez un autre cas d'un malade qui a un cancer, ici un adénocarcinome avec une extension ganglionnaire, et vous voyez qu'à la partie haute, il y a une zone d'épaississement à cet endroit-là. Il y a peut-être quelque chose ici. Ici, il faut avoir le PET scan facile, parce que nous avons la prise de contraste ici de la tumeur qui s'étend vers l'estomac. Un deuxième cancer qui est une skip métastase, et ce ganglion, aussi petit soit-il, qui est quand même métastatique. Donc le bilan précis oncologique est fait grâce au scan et au PET scan. Alors, un petit quiz pour vous réveiller un peu. Vous voyez cette image que vous voyez ici en para-médiastinal avec ce granité qu'on voit ici sur le topogramme. Alors, ce n'est pas une masse. Vous avez un malade qui a un cathéter de chimiothérapie. Il faut bien sûr les interroger, ces patients. C'est l'aspect de la plastie œsophagienne, c'est-à-dire l'ostéoma tubulusé qui a été monté dans le médiastin postérieur en para-rachidien droit et qui donne cette image que vous voyez très nettement ici sur les différentes reconstructions. Alors, il faut bien savoir aussi qu'on peut, quand on a des sténoses qui sont complètement occlusives ici chez les malades, soit leur mettre des prothèses, soit bien sûr leur faire des gastrostomies d'alimentation, tout en faisant très attention à cet estomac pour ne pas l'abîmer, parce que comme vous l'avez vu, il va être tubulusé pour être monté et servir dans la chirurgie, dans le Lewis senti. Alors, le bénin, ça c'est le néoplasique, l'adénocarcinome, chimiothérapie d'induction, chirurgie, contrôle, et puis vous avez le carcinome épidermoïde, radiochimiothérapie exclusive. Il n'y a pas de chirurgie, sauf cas exceptionnel de forme extrêmement diagnostiquée précocement. Un mot du bénin, vous avez ici une image qui vient faire une empreinte extrinsèque sur cet œsophage, et regardez les reconstructions comme il la montre. Bien sûr, ici, il y a une place indiscutable à l'endoscopie œsophagienne qui va montrer cette lésion et qui va en permettre la biopsie pour donner le diagnostic de l'éomyome œsophagien qui va être opéré parce qu'il est gênant, entraînant une dysphagie. Un autre quiz, on a vu tout à l'heure la plastie œsophagienne chez un malade opéré, si jamais le malade n'a pas été opéré. Ici, c'est une jeune qui a la peau sur les os. Ici, elle est extrêmement maigre, elle a une dysphagie paradoxale. Vous avez une image qui parcourt le médiastin de haut en bas avec ce granité que vous voyez ici. Vous la voyez dans le médiastin moyen, typiquement, qui va arriver 1 cm sur le bord postérieur de la vertèbre. Donc, tout ce granité ici fait le diagnostic du méga-œsophage, ce qu'on appelle l'acalasie également, ou le cardiospasme, par cette atteinte neurologique des plexus d'Auerbach et de Meissner, et qui va se traiter soit chirurgicalement, soit de plus en plus par voie endoscopique avec ce poème, c'est-à-dire cette cardiomyotomie extramuqueuse. Dans le temps, c'était celle de LR chirurgicale, maintenant elle est plutôt endoscopique. Peut-être que Gérard nous en dira un mot, petit clin d'œil à Gérard. Alors, l'œsophage vital, indispensable d'en faire le diagnostic. C'est quand vous avez quelque chose, cette fenêtre-là est inutile pour regarder ce hiatus œsophagien, il faut obligatoirement lui associer la fenêtre parenchymateuse. Les malades qui ont des perforations de la jonction œsocardiale sur des efforts de vomissement, ce qu'on appelle le syndrome de Boerhaave, ont une expression clinique qui est complètement trompeuse. Elle est totalement abdominale, voire pelvienne. Et là, vous allez me dire pourquoi. J'attends la réponse tout à l'heure. Pourquoi le malade qui a une perforation de la jonction abdominale, jonction œsocardiale, a une douleur dans le pelvis, qui fait errer complètement le diagnostic. Et si on ne fait pas attention, on fait souvent un scan abdominopelvien, si on ne regarde pas en fenêtre parenchymateuse, on ne verra pas cette perforation, dont il faut faire le diagnostic immédiatement, parce que sinon c'est une péritonite et une médiastinite chimique qui est des fois tout à fait mortelle. Vous avez ici cet œsophage qui a été perforé dans cette affaire de vomissement brutal, avec une dilacération de la paroi postérolatérale de la jonction œsocardiale. Alors,
les voisins de l'œsophage aussi pour jouer les troubles faits. Alors, vous avez ici, bien sûr, le canal thoracique. Dans la chirurgie de l'œsophage, avec ce stripping œsophagien, on peut arracher le canal thoracique qui est tout à fait contigu. Vous voyez, regardez ces rapports ici. Certes, il est en rétrocrural avec les citernes de Schill à la partie basse, mais tout le long, il est complètement collé à l'œsophage, à cet endroit-là, vous voyez. Et donc, quand on fait un stripping œsophagien, on peut arracher cet œsophage-là, et dans ce cas-là, ça fait des chylothorax qu'il faut traiter soit par des reprises chirurgicales ou souvent par des embolisations par voie percutanée. Alors, vous avez encore un autre voisin de l'œsophage. Cette jeune dame qui travaillait avec nous avait une douleur abdominale atroce avec, vous voyez, sur ce scan qu'on lui a fait, cet estomac qui est très distendu. Voilà son scanner avec cet estomac de stase, une douleur qui est atroce, à la fois un peu médiastinale et tout. Et donc là, il fallait tout simplement l'interroger. Vous regardez son scanner ici, avec, c'était son scanner avant qu'on la traite. Est-ce que vous avez une petite idée? Je vous donne un petit indice. Vous voyez la proximité de cette veine pulmonaire et de l'œsophage ici, elle venait d'avoir une radiofréquence pour un trouble du rythme. Et la radiofréquence qui s'est faite sur la veine pulmonaire ici, elle a touché, pas l'œsophage, mais elle a touché cet élément-là, donc elle a eu cette radiofréquence, elle a touché ce nerf vague, le nerf vague qui chemine sur la partie antérieure, le nerf vague gauche, chemine sur la paroi antérieure de l'œsophage, celui qui est droit chemine sur la paroi postérieure, on le voit très bien ici, vous voyez l'œsophage à cet endroit-là, vous voyez la veine pulmonaire qui est là, vous avez le nerf vague gauche, et quand on a fait une radiofréquence ici, on a irrité le nerf vague, et ça a donné une gastroparésie à cette patiente-là. Et c'est aussi, je vous donne maintenant la réponse pour le borave, le fait que l'œsophage soit touché à la jonction œsocardiale, les nerfs vagues sont dilacérés à cet endroit-là, et ça donne ce syndrome de Koenig avec cette propagation intra-abdominale qui fait errer le diagnostic parce que le malade arrive avec un tableau abdominal et pas un tableau thoracique. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Alors, l'œsophage avec les corps étrangers, petit dossier ici. Là aussi, on veut faire un peu de chirurgie bariatrique, donc on a perforé l'œsophage. Vous voyez de l'air qui s'insinue là et qui fait ce V-là, ce n'est pas du tout normal. Vous avez du pneumomédiastin un peu partout. Vous avez ce ballon intragastrique, quand elle a été mise, ça a perforé l'œsophage. Le réflexe endoscopique, c'est de faire il a suturé lui-même le trou au niveau de l'œsophage, mais ça n'a pas raté, ça fait un gros pneumomédiastin. Gardez à l'esprit ce V de Naklero qui est ici, vous voyez, cet air qui va silhouetter la paroi gauche de l'œsophage et de l'air qui va silhouetter le bord supérieur du diaphragme et qui va donner ce V ici de Naklero qui signe la perforation de l'œsophage, aussi bien dans le borave que dans des manipulations endoscopiques. Ce petit dossier d'Antoine Khalil avec cette arête de poisson qui est venue perforer l'œsophage avec un pneumomédiastin à côté, un petit clin d'œil avec les livres préférés de Gérard que je vous invite à lire avec la civilisation au poisson rouge. Je ne peux pas m'empêcher de faire de la politique. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait de la politique, mais en fin de compte, ça va m'énerver plus qu'autre chose. C'est vraiment pas fait pour moi. Alors, n'oublions pas que l'œsophage et la thyroïde avec la trachée se trouvent dans une même gaine viscérale au niveau cervical. Et cette patiente, qui est une de nos consoeurs, a eu une radiofréquence pour un nodule thyroïdien qui s'est soldé par une perforation entre la trachée et l'œsophage. Elle en bave jusqu'à aujourd'hui. Donc tout simplement parce que toute la chaleur qui va être mise au niveau de la thyroïde, elle va toucher possiblement les nerfs récurrents qui sont également planqués ici, mais tout à fait aussi cette deux structures parce que la chaleur va rester dans cette gaine viscérale et elle va causer des dégâts et ce n'est pas forcément une bonne solution. L'œsophage infectieux, avec un mot, je vais arriver à la fin. Quand vous avez des signes de pneumopathie d'inhalation, quand vous avez cette espèce de verre dépoli qui est assez diffus ici, chez des malades, eh bien, pensant à des éléments comme celui-là. Bon, il y a les fausses routes, bien sûr, il y a l'inhalation de l'huile de paraffine chez les personnes qui ont des troubles de la déglutition, mais également ces images d'addition qui sont sur la jonction au niveau de la membrane cricopharyngienne avec ces diverticules de Zinker qui sont à la partie toute haute et qui s'authentifient bien sûr par des opacifications comme ça, qui font l'objet d'une chirurgie pour leur résection ou pour leur tout simplement ligature. Et je termine par cet élément-là. Je ne sais pas si Catherine est dans la salle, la grande spécialiste de la maladie des arcs aortiques, se nourrissant
qui avait une gêne respiratoire avec des vomissements. On a découvert cet élément chez lui avec la trachée ici et l'œsophage qui sont emprisonnés dans ce double arc aortique, c'est-à-dire sur le plan congénital. Nous avons tous ça au niveau embryologique et finalement il y en a un arc qui va involuer et l'autre va persister. Et bien, des fois les deux persistent, et bien, il se retrouve que tous les deux vont emprisonner la trachée et l'œsophage. Et ces enfants-là, vous voyez la compression ici sur cette reconstruction, doivent être opérés pour couper l'arc qui est dominé et libérer l'œsophage ainsi que la trachée. Voilà ce tour d'horizon que je voulais vous faire sur l'œsophage, en vous incitant, même en tant que pneumologue, ce n'est pas que le poumon qui reste, ce n'est pas une radiographie pulmonaire, ce n'est pas un scanner pulmonaire, c'est un scanner thoracique. Il faut regarder tous les éléments dans les vaisseaux, l'œsophage, la paroi et tout le reste. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Mustapha. Alors, je pense pour rattraper le temps qu'on a perdu, tu voudrais enchaîner en laissant... Pour encore gagner du temps. Voilà, alors, pour laisser les questions pour la fin. Merci. Je ne sais pas Gérard, c'est Gilbert Ferretti vous fait un petit bisou. Il m'a chargé de vous le faire. La présentation suivante. Il est à Grenoble, le chef de service de radiologie, exceptionnel radiologue généraliste et surtout thoracique. Et la diapo va arriver. Ce n'est pas un spécialiste du rugby, c'est plutôt Pierre Fajadé, et je ne sais pas s'il est dans la salle, mais en tout cas, il y a un ballon de rugby sur lequel il y a le prénom de Gérard. Et donc, Gérard me demande de vous parler du pelvis et le thorax. Tout nous sépare, mais finalement, tout les relie, semble-t-il. Je vais essayer d'honorer Gérard avec cette présentation qui va passer en revue les différentes pathologies susceptibles de donner des manifestations thoraciques et voir les voies de propagation. Il y a des éléments cliniques qui sont indispensables, qui vont nous donner cette orientation pour aller regarder à la fois le thorax et le pelvis. Et ce sont donc des régions qui sont séparées, mais elles sont reliées. Elles ont des moyens de rapprochement, lesquels, d'abord le premier, c'est le péritoine et le rétropéritoine. Le péritoine, vous voyez, tout le mouvement des liquides ou de l'air va monter ici pour arriver au niveau de la coupole diaphragmatique. Il va passer dans le thorax, soit à travers les trous de la coupole diaphragmatique, elle peut être percée, je vais vous le montrer, soit à travers le réseau lymphatique extrêmement riche sur la coupole diaphragmatique droite, aussi bien sur sa face inférieure que sur sa face postérieure. Et sur sa face supérieure, pardon. Alors vous voyez que c'est souvent le coupole droite qui est plutôt l'endroit par lequel vont passer les liquides ou l'air vers la partie thoracique, pas tellement la partie gauche, parce qu'ici, nous sommes limités par ce ligament phrénocolique qui empêche les liquides et l'air de passer ici pour aller vers la coupole diaphragmatique gauche. Et donc c'est pour ça qu'il y a une prédominance des anomalies thoraciques du côté droit dans les pathologies abdominales et dans les pathologies pelviennes. Le rétropéritoine, c'est tout ce territoire que vous allez voir ici avec cette voie de propagation qui va se faire, par exemple, du sous-péritoine. Les ovaires sont un ovaire sous-péritonéaux, le rectum est sous-péritonéal, la jonction rectosigmoïdienne est sous-péritonéale, donc il peut y avoir une pathologie qui va emprunter ce chemin-là et passer par le médiastin postérieur pour se retrouver dans le thorax, que ce soit du liquide ou que ce soit de l'air. Je vous montrerai des exemples. Donc voilà une des voies de propagation. La deuxième voie de propagation, c'est le système lymphatique. Bien sûr, avec tout ce qui va être dans ce réseau lymphatique, il peut emprunter le canal thoracique et peut se retrouver à cet endroit-là. On verra des exemples, ou comme ça peut passer par les lymphatiques de la coupole diaphragmatique, et ça peut passer aussi par les lymphatiques du grand épiplomb, que si par hasard il est coincé dans un trou du diaphragme, et bien là aussi ça va être une voie de propagation vers le thorax. Et dernière voie de propagation, la plus habituelle, ce sont bien sûr les veines, que ce soit le système iliocave, que ce soit le système artériel pulmonaire, que ce soit le système azygos, qui va être un trait d'union entre le pelvis et le thorax. Ce diaphragme est également un élément de séparation, mais en fin de compte, c'est une frontière qui est poreuse au point que sur le plan anatomique, elle a plein de trous, le foramen de la veine cave inférieure, l'hiatus de l'œsophage, celui de l'aorte, et auquel vous rajoutez bien sûr ici l'insertion des appositions périostées qui vont s'insérer ici sur le niveau du sternum avec ce foramen, ce qu'on appelle la fente de Marfan, qui englobe à la fois les fentes de Larrey et les fentes de Morgani, mais également des trous congénitaux, notamment la poche de Poche-d'Alec, qui peut
qui peut se voir aussi bien à gauche qu'à droite, mais plus souvent du côté gauche et qui peut permettre aux structures de monter dans le thorax. Vous avez ici une image avec ce diaphragme qui peut être anatomiquement complètement poreux comme ça. Donc il va permettre aux liquides intrapéritonéaux de passer dans la partie intrathoracique et d'autres éléments qu'on va passer en revue. Alors, à côté des éléments qui sont anatomiques et congénitaux, vous avez tous les défects qui sont acquis, notamment dans le cadre des traumatismes, et vous avez également, par exemple, la carcinose qui peut se retrouver collée au diaphragme, notamment du côté droit, et qui va toucher les lymphatiques qui sont sous le diaphragme, et ensuite les lymphatiques qui sont au-dessus du diaphragme, avec les ganglions des angles cardiophréniques qui vont entraîner une extension intrathoracique. Alors, donc, quelles sont les conditions d'un rapprochement pelvis-thoracique? Nous avons dit, le premier, c'est à travers les fluides, au sens large, que ce soit du liquide ou de l'air. Et bien, le premier cas, c'est celui de cette patiente de 62 ans qui a cet épanchement pleural droit. Vous voyez, c'est encore la partie droite. Et à l'échographie, semble-t-il, elle a une masse au niveau de l'ovaire droit. Si on regarde ce scanner, vous avez une énorme masse que vous trouvez ici au niveau de l'ovaire qui s'étend même en intra-abdominal. Vous avez de l'acide et vous avez un hydrothorax droit, un peu moins du côté gauche parce que ça finit par quand même toucher la partie gauche et remonter. Et donc, c'est typiquement ce qu'on appelle, cette patiente a été opérée avec ce fibrome ovarien qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome de Demons-Meix, mais je ne vais pas m'étaler sur la partie physiopathologique. Vous voyez que cette propagation, elle est finalement assez mal connue, mais probablement c'est par des hypersécrétions qui sont liées aux facteurs de croissance tumoraux. Deuxième cas de figure, avec là aussi un épanchement du côté droit. Vous avez du poumon qui est tassé, vous avez un petit épanchement du côté gauche. Vous voyez, encore une fois, c'est toujours la partie droite. Et bien, le pelvis, dans le cadre du syndrome d'hyperstimulation ovarienne, vous voyez ici des ovaires qui sont très gros, qui ont été stimulés. Et bien là, on a la création d'un troisième secteur liquidien qui va donner de l'acide et qui va donner un hydrothorax essentiellement droit. Il faut garder ça à l'esprit. Donc, l'interrogatoire est indispensable pour faire ce diagnostic. Alors, il n'y a pas que les liquides qui passent, je vous ai montré ça tout à l'heure, vous avez ici quelque chose d'impressionnant avec ce pneumomédiastin, ce pneumorétropéritoine, c'est allé jusqu'au partie molle cervicale, et bien le coupable n'est autre qu'une perforation du sigmoïde au niveau de la jonction rectosigmoïdienne, parce que anatomiquement, cette zone-là, elle n'est pas dans le péritoine, elle est sous le péritoine, dans le mésorectum, et ensuite elle communique en arrière avec le rétropéritoine et avec le médiastin postérieur, vous avez cette perforation. Donc gardez ça à l'esprit. On voit ça pas très fréquemment, mais quand même 3-4 fois par an des dossiers pareils de perforation rétropéritonéale et médiastine. Deuxième voie de propagation, c'est la greffe tumorale transdiaphragmatique. Et là, vous avez une patiente de 40 ans qui a une douleur thoracique droite. Vous avez tous fait le diagnostic de ce décollement pleural qu'on voit ici. Et est-ce que vous avez besoin d'une autre information? 40 ans qui fait un pneumothorax comme ça spontané et un poumon qui a l'air d'être plutôt normal. Eh bien, parfait. Donc, c'est une douleur elle a une douleur thoracique récidivante qui est tous les cycles menstruels. Et là, c'est ce qu'on appelle le pneumothorax cataménial. C'est la manifestation la plus fréquente de l'endométriose intrathoracique. Ça peut également donner... Ça donne des pneumothorax, mais ça peut donner également des hémopneumothorax, voire tout simplement des hémothorax. Et voici les différentes manifestations que vous avez qui sont liées à cette endométriose thoracique, avec le chef de file qui est le pneumothorax spontané, auquel on rajoute d'autres manifestations. Voici ici une vue opératoire avec ces implants endométriaux qui sont faits sur le diaphragme, sur la plèvre pariétale, sur la plèvre viscérales et qui vont éroder le parenchyme pulmonaire et aboutir à des perforations et des pneumothorax. Ça se diagnostique en IRM très facilement avec ces anomalies qui sont blanches en hypersignal T1 parce que un des éléments qui apparaissent blancs en scanner en IRM sur des séquences en pondération T1, c'est le sang et donc ça c'est des greffes de sang qui sont posées sur la capsule du foie, sur le diaphragme et sur la plèvre. Ça peut donner des atteintes encore beaucoup plus étendues qui vont aller même au niveau des scissures, s'associant à un épanchement liquidien aérique et à une partie qui est liquidienne avec une atteinte
pelvienne concomitante, mais elle n'est pas indispensable. Et puis ensuite, dossier de Benoît Gaillet avec ses extensions intrathoraciques d'endométriose qui peuvent être endobronchiques, causant bien sûr des hémoptysies et des hémorragies alvéolaires autour. Alors, la migration vasculaire, le plus simple, une phlébite iliaque interne, une phlébite d'une veine gonadique, ce qui peut arriver, peut donner une embolie pulmonaire. Donc on peut avoir, dans des pathologies assez fréquentes, une thrombose pelvienne, une thrombose des veines génitales qui va donner une embolie pulmonaire. Donc c'est véritablement une passerelle, cette voie vasculaire. Et on a des situations qui sont exceptionnelles avec ces maladies-là. Et espèce de bousin ici qui est parti à partir d'une trompe ici et qui s'est retrouvé dans un veine cave inférieur, même dans l'oreillette droite, dans le ventricule droit, avec cette espèce de masse. Vous avez une petite idée sur ce que ça peut être? Voilà un autre cas ici avec cet élément qui a été extrait, espèce de gros ver de terre qui a été extrait du système endovasculaire. C'est ce qu'on appelle la léomyomatose intravasculaire, dont le point de départ peut être soit l'utérus lui-même avec des myomes qui sont présents ou déjà opérés, ou des léomyomes qui se sont développés à partir des parois vasculaires pelviennes, des parois veineuses, avec une migration qui va suivre le flux pour se retrouver en intrathoracique. Les autres voies de propagation sont les voies vasculaires, les voies lymphatiques, et là vous avez les différents cancers qui vont donner des métastases, et l'aspect, le pattern de ces métastases va être différent en fonction du cancer, ceux qui vont donner des nodules, ceux qui vont donner plutôt des épanchements pleuraux, voire des micronodules au niveau des plèvres, au niveau des scissures, comme dans ce cas-là, vous avez ici sur le suivi d'une patiente qui a un carcinome de bas grade de l'ovaire avec ces indentations qui sont au niveau de la plèvre, qui vont augmenter progressivement, qui vont donner cette espèce de calcinose, pas calcinose, de dry pleuritis, c'est-à-dire d'une carcinose pleurale sèche avec ces petits nodules qui vont augmenter très progressivement, que vous allez voir ici, qui vont complètement s'implanter sur la plèvre scissurale. Et vous avez un exemple de choriocarcinome ici, par exemple, qui donne des nodules avec cette espèce de halo hémorragique autour. N'oublions pas que quand on a des cancers digestifs, un des éléments qui va conditionner le pronostic de ce malade, puisque cette atteinte-là, au niveau du côlon iliaque, qui s'accompagne de ganglions rétropéritonéaux, va cheminer le long du canal thoracique. Ici, vous avez des ganglions le long du méso-côlon adjacent à la tumeur. Ensuite, c'est passé dans le rétropéritoine pour se retrouver au niveau du ganglion de Troisier. Donc, ne perdez pas de vue ce ganglion de Troisier, parce que souvent, il est oublié dans le bilan d'extension, pensant que la maladie est plutôt abdominale, alors qu'elle est déjà métastatique et classe le malade dans un stade beaucoup plus avancé. Les tumeurs du rectum peuvent donner des métastases pulmonaires sans passer par la case hépatique. Pourquoi? Parce que nous avons trois types de veines, comme les artères. On a les veines rectales supérieures qui se drainent dans la veine mésentérique inférieure et de là vers le foie par le système porte. Mais nous avons les veines rectales qui sont moyennes et les veines rectales inférieures qui vont, elles, se drainer dans les veines iliaques internes et de là, elles vont emprunter la veine iliaque commune, la veine cave inférieure, se retrouver dans les artères pulmonaires et donner des métastases pulmonaires sans passer par la case hépatique. Comme dans ce cas-là, vous avez une tumeur du rectum avec des métas pulmonaires alors que le foie est strictement interne. C'est trop bas et ça s'est propagé par cette voie ici. Gardons ça à l'esprit. L'hiatrogénie est un élément aussi de communication entre le pelvis et le thorax. Et là, ce sont deux quiz. C'est les dernières choses que je vais vous montrer. Vous avez une radio de thorax sur laquelle vous avez un petit point là, avec un scanner ici. C'est un élément, c'est un corps étranger, puisqu'il y a des artefacts métalliques qui se trouvent ici. Bon. Ce n'est pas un stérilet, ça aurait pu, c'est rare que le stérilet quitte l'abdomen. Effectivement, il peut sortir de l'utérus, se retrouver quelque part dans l'abdomen, dans le cadre d'actinomycose, oui, c'est possible, rarement en intrathoracique. La réponse est déjà là-bas. Alors, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton animation. Donc cette jeune fille est venue me voir pour me demander est-ce qu'on peut lui retirer ce petite chose-là. Et en fait, elle a eu une embolisation de varices pelviennes avec des coils,
espèce de petit Scooby-Doo qu'on met pour fermer les veines gonadiques dans lequel de syndrome de congestion pelvienne. Et un décoil, il est monté à travers la veine gonadique, il a emprunté la veine rénale gauche, ensuite il est monté dans la veine cave inférieure, l'oreillette droite, le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Donc en fin de compte, il ne fallait surtout pas le toucher. Il n'y a pas d'infarctus, il n'y a strictement rien. Mais c'est un lien dans le cas de l'iotrogénie parce qu'on a touché le pelvis. Et encore un autre dossier. Là, par contre, je crois qu'il n'y a pas de réponse. Voilà. Quel est le lien entre ça et que vous voyez ici, que vous voyez là, et le pelvis? Donc là, c'est dans l'artère pulmonaire. Il y a un infarctus. Ceux qui étaient dans l'atelier hier, on voit typiquement l'infarctus ici avec l'image triangulaire à base périphérique, la bosse ici, le grillage à l'intérieur. Ce n'est pas un stérilet, mais presque. Un implanon, voilà. Donc c'est l'implanon qui est posé en sous-cutané au niveau du bras, mais qui peut rentrer dans la veine basilique au contact et se retrouver dans la veine, dans l'artère pulmonaire, comme destination finale, sans porte de sortie. Et c'est la fin de mon topo. J'espère qu'on a gagné un peu de temps. Merci de votre attention. Je pense qu'il y en avait une tout à l'heure, parce que tu as parlé du syndrome de Boraf, et tu avais évoqué le pelvis avec les vomissements, mais je pense que tu n'as pas établi le lien entre... Ah. Non, c'était pas ça. Le syndrome de Boraf, c'est très rare, mais une douleur abdominale, un scanner abdominopelvien, c'est ça pour les radiologues, un scanner abdominopelvien en urgence, on doit obligatoirement regarder l'hiatus œsophagien en fenêtre pulmonaire. Ça fait partie de la checklist. Si vous ratez le diagnostic de Boraf, le malade est mort dans les 48 heures. D'accord? Ça, c'est une certitude. Il faut faire le diagnostic tout de suite et opérer le malade tout de suite pour réparer la plaie œsophagienne. Et c'est lié, la douleur qui est projetée en bas, elle est liée au nerf vague. Parce que le nerf vague, il est irrité dans cet endroit-là, il donne un syndrome de Koenig, une espèce de douleur qui se projette dans le pelvis. Des fois, le malade, je vous assure, sur le banc, il y a marqué suspicion de sigmoïdite. Donc, quel est le rapport? C'est le nerf numéro 10. Très bien. Oui, docteur Tebay. Ma question, dans ma pratique, je demande plus des scanners thoraco-abdominaux que des scanners thoraciques. Et souvent, je tombe sur des explications. Le dernier malade, moi, je suspectais un pocostopias. Et j'ai tombé par hasard sur un anévrisme abdominal. Je ne dis pas qu'il faut demander à tous les malades un scanner thoraco-abdominal, mais parfois, au lieu d'avoir un scanner thoracique et après demander un scanner abdominal, demander un scanner thoraco-abdominal, c'est plus simple, ça permet moins d'irradiation. Et voilà, une petite remarque. Il faut juste appuyer. En dehors des pathologies infiltratives, on fait des contrôles de scanner thoracique exclusifs. Quand tu as un malade auquel tu ne comprends rien, où il y a une pathologie transdiaphragmatique, il faut avoir le TAP facile. Il est inacceptable, je le dis tel que je le pense, de morceler les patients. Les patients ne doivent pas être morcelés. Est-ce que je suis morcelé là devant vous? Je suis une pièce entière, jusqu'à preuve du contraire. Donc il faut regarder la totalité, point barre. Avec le même prix, point barre. Mais non, mais Mustafa, vous avez raison, mais c'est vrai que dans le secteur privé, si vous demandez un thoraco-abdominal, on s'arrête au niveau des crêtes iliaques. Donc le pelvis n'est pas exploré. Or, on a vu quand même que dans le pelvis, il peut y avoir des surprises encore plus intéressantes. Il faut le faire. Et là, pour le coup, il faut copier ce que fait la France. Un scanner thoraco-abdominopelvien en fin d'année, en décembre, c'est lors des moments des soldes, il coûte 110 €. 110 €. Un crâne TAP coûte 110 €. D'accord? Et ça rend service à tous les patients, notamment dans le bilan oncologique. Merci, professeur. Merci, professeur Bismillah. On passe tout de suite la parole pour une autre thématique sur le poumon kystique, donc qui va être animé par Madame Anne-Sophie et Monsieur Marie-Pierre. Madame Marie-Pierre, pardon. Voilà, bonjour à tous. Donc, on va vous parler du poumon kystique. Donc, revenons d'abord à la base. Un kyste pulmonaire, qu'est-ce que c'est?
Alors la Fleischner Society l'a définie comme une structure aérique qui est bien définie au sein du parenchyme pulmonaire. Donc au scanner, il s'agit d'une plage en faible atténuation qui présente une interface qui est nette avec le parenchyme pulmonaire et qui est entourée par une paroi qui est fine et régulière. Généralement, cette paroi, elle fait moins de 2 mm. Le contenu est aérique, rarement liquidien ou solide. En anapathe, petit mot, il s'agit d'une cavité qui est néoformée et qui est bordée par un revêtement épithélial, comme on voit. Donc s'il n'y a pas cet épithélium, alors il s'agit d'un pseudokyste et on rentre dans les cases du diagnostic différentiel dont je vais vous parler. Donc évidemment, ce kyste a plusieurs diagnostics différentiels. Donc le grand pourvoyeur, c'est quand même l'emphysème. L'emphysème qui est plutôt des plages d'hypoatténuation. Ils n'ont pas de paroi propre et ils ont généralement, enfin on peut retrouver à certains endroits un vaisseau central, ce qui permet de nous aider pour poser le diagnostic d'emphysème centrolobulaire. Un autre diagnostic différentiel sont les bronchectasies kystiques. Bon, on sait bien que les bronchectasies les plus fréquentes, c'est les tubulaires, puis les sphériques. Ce qui est important pour essayer de différencier avec des bronchectasies kystiques, c'est de faire la connexion avec la bronche. Et ça, alors, on s'aide généralement avec le MPR et le Minimip pour essayer de trouver cette connexion. Parfois, on s'aide aussi parce qu'il y a des petits niveaux hydroaériques dans les bronchectasies kystiques qui sont généralement des sécrétions stagnantes. Et alors ça, on retrouve plus dans ces bronchectasies, ce type de bronchectasie. Un autre diagnostic différentiel, c'est le rayon de miel. Donc, c'est un groupement de petits kystes sous-pleuraux qui peuvent être multicouches. Quand ils sont monocouches, ils doivent être associés évidemment à des signes de fibrose pour plus évoquer le diagnostic de rayon de miel. On continue, donc les cavités. Les cavités, c'est une clarté aérique qui a une paroi qui est plus épaisse, donc plus de 2 mm, qui peut être irrégulière, et elle peut se faire au sein d'une condensation ou d'un nodule. Ensuite, la bulle d'emphysème, donc ça, c'est pas toujours évident. Ils ont une taille qui est généralement supérieure à 1 cm. Ils ont une paroi extrêmement fine, limite visible, qui est de moins d'1 mm, mais alors on s'aide grâce au fait à l'emphysème adjacent, centrolobulaire. Ça permet d'évoquer plutôt une bulle d'emphysème. Petite remarque sur les bleps, donc qui sont les micro-bulles d'emphysème qui se trouvent généralement au niveau des apex, qui peuvent donner des pneumothorax, notamment aussi chez les jeunes. Et le dernier diagnostic différentiel, la pneumatocèle, qui est généralement de forme ronde allongée, qui peut être lié, associé à de la condensation ou à du verre dépoli. C'est généralement quelque chose de transitoire, mais ça peut aussi être séquelaire. Et on est dans un contexte un peu différent ici, plutôt en post-infection ou en post-traumatique. Mais évidemment, c'est bien beau de connaître les kystes, les diagnostics différentiels, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Parfois, ici, c'était un cas, donc on voit toutes des clartés aériques, et on voit quand même à certains endroits qu'il y a des parois. Donc, est-ce qu'on se dit on est face à des kystes ou est-ce qu'on est face à de l'emphysème? Pareil sur l'image de droite, où on voit qu'il y a des clartés aériques qui sont entourées de verres dépolis. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et ici, sur l'image de bas, en bas, il y a un regroupement kystique avec des épaississements au pourtour de ces kystes. Il s'agit de quoi? De kystes, d'emphysème, rayon de miel. Ce n'est pas toujours évident. Ici, c'était de l'emphysème remanié. Donc, voilà, on a pu poser ce diagnostic. Un autre cas, femme de 61 ans, tabagisme sevré, qui se présentait pour des surinfections bronchiques répétées. Donc, on voit il y a des multiples clartés kystiques, on dirait qu'elles ont toutes une paroi, qui sont associées ici à des bronchectasies cylindriques. Mais quoi? Est-ce que c'est toutes des bronchectasies? Est-ce que c'est des bronchectasies liées à des kystes? Finalement, cette dame, elle a eu une greffe pulmonaire et finalement, il n'y avait que des bronchectasies. Donc finalement, c'est quand même pas toujours évident et parfois on ne sait pas. Et donc on est très content parce que le nouveau glossaire de la Fleischner Society nous a sorti le terme kystique. Donc le terme kystique qui veut dire, c'est un terme en imagerie qui désigne toute lésion à contenu aérique, qui est entourée d'une paroi, qui est d'épaisseur et de régularité variable. Ça ne permet pas de préjuger de l'étiologie. Donc parfois, comme dans les cas où je vous ai montré, c'est vraiment difficile de faire la part des choses. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'on utilise opacité kystique. Alors, une fois qu'on a identifié ce kyste, qu'on est d'accord pour dire que c'est un kyste sur un scanner thoracique,
il est important de savoir si c'est un kyste isolé ou un kyste ou s'il y en a plusieurs. Une entité qui est importante à connaître, c'est le vieillissement pulmonaire normal. Donc on peut retrouver des kystes chez les patients plus âgés. Certaines études ont montré qu'on retrouvait chez 25% des personnes de plus de 75 ans des kystes. Dans d'autres études, généralement absents en dessous de 55 ans, mais d'autres études montrent que c'est absent même en dessous de 40 ans. Il faut juste savoir que le kyste peut être une manifestation juste d'un poumon qui vieillit. On évalue que ça peut être normal jusqu'à 4-5 kystes par poumon. Donc si le kyste est isolé, pensez à l'âge, donc ça peut être tout à fait le vieillissement pulmonaire normal, une séquelle d'infection, une séquelle traumatique. Si on est face à des kystes multiples, on le détermine en deux. Est-ce qu'il est polycystique, donc moins de 10 kystes? Toujours penser à ce vieillissement pulmonaire anormal, mais on peut aussi être face à une maladie kystique débutante, que je parlerai un peu après. Et puis, est-ce qu'on est dans les cadres d'un multikystique, plus de 10 kystes? Alors, les kystes, c'est finalement assez fréquent d'en trouver. Il y a un point important dans la démarche, c'est de distinguer la situation où le kyste va être prédominant. Et dans ce cas-là, on parlera de maladie kystique. Et puis, dans le cas où on aura quelques kystes qui seront un signe d'accompagnement associés à d'autres anomalies. Et finalement, on va beaucoup traiter ici des maladies kystiques. La liste comporte des petits points, puisque en fait, tout n'est pas connu. Il y a les maladies les plus fréquentes que vous connaissez tous, l'histiocytose langerhansienne, la lymphangioleucomématose, les kystes associés au syndrome de Gougeot-Jeghren, les maladies de dépôt, le syndrome de Burtt-Hogg-Dubé, de description ceci dit relativement récente, des causes plus rares comme les métastases kystiques, la papillomatose trachéobronchique, la neurofibromatose, voilà, et 3 petits points, parce qu'il y a des situations où on ne sait pas ce que c'est. Et puis les kystes signes d'accompagnement, on va les retrouver dans pas mal de maladies, de pneumopathie interstitielle, dans la pneumopathie interstitielle lymphoïde bien sûr, on y pense toujours, mais également dans la pneumopathie interstitielle desquamative avec des aspects un petit peu particuliers de ces kystes. On peut en observer dans la pneumopathie d'hypersensibilité, bien sûr dans la pneumocystose, dans la pneumopathie interstitielle non spécifique, également de façon assez fréquente dans les PID associés au lupus ou aux PID associés aux anticorps anti-RNP. On peut voir également quelques kystes évolutifs dans la phase évolutive de la sarcoïdose. Ah oui, c'est ça. Alors, si on veut classer les maladies kystiques en termes étiologiques, on peut faire des grands groupes étiologiques, les causes tumorales, dans lesquelles on va retrouver le terme tumoral, a priori on ne pense pas à ces maladies, mais c'est des causes tumorales, la lymphangioleucomématose, l'histiocytose à cellules de Langerhans, bien sûr les métastases kystiques, des causes génétiques, en premier lieu, celle qui est la plus connue, c'est le syndrome de Burtt-Hogg-Dubé, mais également des causes plus rarement pourvoyeuses, plus rares ou plus rarement pourvoyeuses de kystes, la neurofibromatose, les larves dans l'os, le syndrome de Proteus, les maladies kystiques qui sont associées à une lymphoprolifération, avec bien sûr le syndrome de Gougeot-Jeghren, la LIP et la bronchite folliculaire, qui sont grosso modo un ensemble en fait, les maladies de dépôt, l'amylose, les causes infectieuses, bien sûr la pneumocystose, le staphylocoque, mais également la papillomatose trachéobronchique, même si c'est extrêmement rare. Voilà. Et puis il y a des causes diverses qu'on ne sait pas très bien où mettre en termes étiologiques, cracheur du feu, la dysplasie bronchopulmonaire, les causes traumatiques. Voilà. En termes de mécanismes, il y a différents mécanismes physiopathologiques qui peuvent aboutir à la création, à la formation de kystes. L'effet check valve, une obstruction bronchiolaire avec une distension des espaces aériens d'aval, c'est ce qui est observé, c'est ce qui est proposé comme mécanisme dans les kystes associés aux lymphoproliférations. Le remodelage avec du fait d'altération de la matrice extracellulaire, c'est proposé dans certaines causes du groupe divers. La nécrose ischémique dans les causes infectieuses, des phénomènes de traction lors de la respiration, ça c'est un mécanisme particulier qui est proposé dans le BHD qui explique la forme très particulière et la paroi extrêmement fine à la limite de la visibilité dans le BHD. Et puis la destruction des parois bronchiolaires. Voilà, on va vous illustrer les principales étiologies par des cas cliniques.
Donc ici, un homme 57 ans qui se présentait avec une altération de l'état général, perte de poids. Il avait peu de symptômes respiratoires, mais il avait quand même un tabagisme important qui totalisait 45 unités et paquets. Donc sur ce scanner en coupe axiale, on peut voir des kystes au niveau des lobes supérieurs avec des parois fines, mais qui sont également associés à des micronodules flous qui sont globalement diffus dans tout le poumon. Ici, des reconstructions sagittales qui montrent bien cette atteinte diffuse des micronodules flous, plutôt bronchiolocentrés, associés à ces kystes, plutôt au niveau du lobe supérieur. Un autre cas, un homme de 44 ans qui était en détresse respiratoire, qui présentait un tabagisme actif extrêmement important, qui présentait ici des kystes vraiment qui avait une forme variable, un peu en carte géographique, et qui était globalement diffus dans tout le poumon. Donc face à ces deux cas, on a proposé l'histiocytose langerhansienne pulmonaire, donc, qui est une néoplasie non maligne à composante inflammatoire. Dans environ 50% des cas, on retrouve une mutation du gène BRFV600E. Les symptômes sont globalement généraux. Il peut y avoir dyspnée, fièvre. Il peut y avoir évidemment des pneumothorax spontanés. Ce qui est très important, c'est que dans plus de 90% des cas, il y a une association avec le tabagisme. C'est généralement retrouvé, c'est des personnes jeunes, de l'ordre de 20-40 ans, et il n'y a pas de prédominance de sexe. La plupart du temps, c'est isolé, mais ça peut être également multisystémique dans 15% des cas, associé à des lésions ostéolytiques, du diabète ou une atteinte cutanée. Donc ici, c'est un schéma que j'avais repris du docteur Proche, que je trouvais intéressant avec l'évolution de ces nodules. Donc il va d'abord y avoir une accumulation des cellules au sein de la bronchiole qui vont donner ce nodule bronchiolocentré, puis des enzymes, des protéinases vont détruire tout ça, ce qui va donner un nodule qui se cavite, et puis petit à petit que ce nodule va se caviter, la paroi va être de plus en plus fine et donner cet aspect de kyste, et qui peut évoluer à la fin vraiment vers une destruction, ce qu'on appelle pseudo-emphysématome, comme un cas que je vous ai montré juste avant. Donc au scanner, les anomalies parenchymateuses principales, il peut y avoir des nodules, généralement petits, de moins d'1 centimètre, flous. Il peut y avoir des kystes en fonction du stade, des kystes à parois épaisses, donc des cavités ou des kystes à parois fines. Ça peut évoluer vers des formes qui sont variables, géographiques, un peu bizarres, comme je vous ai montré, dues à la confluence et évoluer à terme jusqu'à une destruction pseudo-emphysémateuse, où il est parfois difficile de dire que c'est une histiocytose. La distribution des anomalies, il y a généralement une prédominance supérieure et moyenne, avec une épargne des sinus costodiaphragmatiques. Le diagnostic de certitude est bien évidemment histologique, mais un scanner typique avec une association avec du tabagisme permet de poser le diagnostic également. Un autre cas, une femme de 36 ans, douleur thoracique dyspnée. Dans les antécédents, on retrouve des pneumothorax récidivants. Sur les scanners qu'on n'avait pas, on décrivait des bulles d'emphysème. Elle a même eu une bullectomie en 2012 qui décrivait à l'anapathe un emphysème bulleux. Pas de tabagisme, examen clinique et bilan fonctionnel normal. Donc ici, on voit des kystes à parois fines qui ont une forme plutôt allongée, paramédiastinale. Ici, des reconstructions, on voyait, j'avais envie de dire juxtacissuraux, mais plutôt péricissuraux, comme le nouveau glossaire, donc des kystes de forme allongée, lenticulaire, avec une topographie spécifique. On a évoqué le diagnostic du syndrome de Birtog-Dubé, qui est une maladie génétique rare, autosomique dominante, qui est due à une mutation du gène de la folliculite. On le retrouve à tout âge, mais avec une prédominance entre 30 et 40 ans. À nouveau, pas de prédominance de sexe. Il y a 3 manifestations principales dans ce syndrome. C'est les manifestations cutanées, donc les fibrofolliculomes, comme je vous montre ici. Dans plus de 80% des cas, il y a une atteinte pulmonaire avec la présence de kystes. Évidemment, vu qu'il y a des kystes, il peut y avoir des pneumothorax spontanés. Et on retrouve également, dans plus de 1/3 des patients, des tumeurs rénales, généralement des adénocarcinomes. Donc c'est évidemment des patients qu'il faut suivre. Au scanner, les anomalies parenchymateuses, ce sont des kystes à parois fines qui ont en nombre et taille variable. Ils ont une forme typique ovoïde, lenticulaire, avec une topographie plutôt sous-pleurale,
péricissurale, péribroncovasculaire et une prédominance basale. Donc, un scanner typique avec la confirmation de fibrofolliculome par un dermatologue permet de poser le diagnostic. Ou sinon, en cas de doute, c'est génétique et avec la recherche de la mutation du gène de la folliculine. Encore un cas, une femme de 80 ans, trouble confusionnel subaigu, asthénie, perte de poids, elle n'a pas d'antécédent particulier, syndrome inflammatoire à prise de sang, majoration des enzymes hépatiques, insuffisance rénale. Donc ici, on voit des cavités, donc c'est des clartés aériques avec des parois plus épaisses. On peut voir des kystes, donc des parois un petit peu plus fines, mais également des nodules. La répartition est globalement diffuse, aléatoire. Et donc chez cette patiente, on avait proposé le diagnostic de métastase kystique qui avait été confirmé. Elle avait également des métastases pulmonaires avec une néoplasie de la sphère génitale. Donc c'est rare, c'est atypique. On le retrouve dans les carcinomes épidermoïdes, notamment de la sphère ORL chez l'homme et de la sphère génitale chez la femme, également dans les néoplasies colorectales et le sarcome. Donc, au scanner, ça correspond à des nodules et des masses, taille et nombre variable. Il peut y avoir des kystes à parois fines ou des cavités, donc des kystes à parois épaisses. La prédominance est plutôt basale, mais ça peut également être diffus. Donc, toujours y penser quand on a un contexte oncologique. Ici, deux petits exemples pour montrer que ce n'est pas toujours aussi facile que mon autre exemple. Ça peut parfois, ça m'a été donné par Anne-Laure Brun et Catherine Begelman. Donc, c'est vraiment des kystes à parois fines, ici et là. Et c'était des métastases excavées d'un carcinome du col utérin et d'un carcinome synovial pour le cas du bas. Donc, ce n'est pas toujours aussi facile avec cette association nodule, kyste et cavité. Mais y penser en cas de contexte oncologique. Alors, autre cas, une patiente de 32 ans qui présente des pneumothorax répétés avec ici un nouvel épisode de pneumothorax. Et vous voyez une multitude de petits kystes disséminés dans l'ensemble des deux poumons, de distribution vraiment, il y en a partout, quoi. Alors, vous remarquerez que la différence entre kyste et emphysème n'est toutefois pas si évidente que ça au regard de la définition de présence d'une paroi. Parce que certains n'ont pas vraiment de... Enfin, c'est difficile, là, par exemple, de dire s'il y a une paroi. Et c'est assez caractéristique de cette maladie. Donc, il s'agissait d'une lymphangioléiomatose dans cette maladie dans laquelle les kystes ont souvent une paroi extrêmement fine et parfois à la limite de la visibilité. Donc, cette maladie, elle est due à une prolifération de cellules musculaires lisses. C'est une maladie qui peut être sporadique, ou bien dans le cadre d'une maladie génétique à transmission autosomique dominante, la sclérose tubereuse de Bourneville, avec la mutation de ces deux gènes. Alors, notez que dans la forme sporadique, il y a également une mutation de ces gènes, mais que cette mutation n'intéresse que les cellules somatiques. Il n'intéresse que les cellules de la maladie et pas le reste des cellules du corps. C'est une maladie qui prédomine chez les femmes, essentiellement chez les femmes, plutôt d'âge moyen, mais parfois on peut voir des lames à la ménopause. Elle est possible quand même chez l'homme, mais uniquement dans le cadre d'une STB, et on va voir que la présentation est souvent un petit peu particulière dans la STB que dans la lame sporadique. Donc les kystes sont généralement ronds, de répartition uniforme, plutôt de taille à peu près identique, enfin similaire sur l'ensemble du parenchyme, et avec cette paroi extrêmement fine. Ils peuvent être associés à d'autres manifestations, pas des manifestations pulmonaires, sauf dans le cadre de la STB, mais des manifestations ou bien intrathoraciques, pleurales ou médiastinales, chylothorax, adénomégalie médiastinale, ou bien sous-diaphragmatiques avec des angiomyolipomes rénaux qu'on va systématiquement rechercher devant toute maladie kystique, des lymphangioléomyomes, une acide chyleuse. Le diagnostic, là encore, peut être fait sur l'imagerie sans avoir recours à l'histologie dans certaines situations, alors pas sur l'imagerie seule, enfin parfois sur les imageries seules. Il faut au moins 10 kystes typiques et l'un de ces trois éléments, l'élévation du VEGFD à plus de 800 picogrammes par litre, ou bien la présence d'angiomyolipomes, donc l'intérêt de regarder systématiquement l'étage sous-diaphragmatique, de lymphangioléomyome, c'est plus rare, ou de chylothorax. Et puis également, si c'est une STB avérée, le simple fait d'avoir les kystes type. De toute façon, si c'est une STB avec les kystes, on a une lame associée à la STB.
Alors un autre cas ici, vous avez là encore beaucoup de petits kystes, là encore de taille très uniforme, associés à un épanchement pleural, un chylothorax. Là vous avez un lymphangioliomyome. Il faut savoir que ces lymphangioliomyoses peuvent varier en taille au cours du ectémère. Donc si vous contrôlez le scanner à des moments différents de la journée, vous pouvez voir varier la taille de ces lymphangioliomyoses. Et puis ici, vous aurez reconnu ces nodules à contenu graisseux rénaux bilatéraux en rapport avec des angiomyolipomes. Alors ces kystes, ils sont néanmoins de nombre et de taille variables selon les patients. Vous pouvez avoir parfois moins de 10 kystes, et puis vous pouvez avoir un nombre très important. Leur taille peut varier à quelques millimètres jusqu'à des tailles relativement importantes. Vous voyez que dans cet exemple-là, une phase évolutive en 2024, vous avez des kystes qui sont beaucoup plus gros. L'aggravation est variable. En général, ça se calme après la ménopause, mais il peut y avoir une insuffisance respiratoire et qu'on aboutisse à la greffe chez ces patients. La lame STB un peu particulier, généralement moins de kystes, plus d'angiomyolipomes. Il peut y avoir des nodules pulmonaires non solides et solides qui correspondent à une prolifération pneumocytaire micronodulaire. J'oublie toujours le nom parce que c'est très compliqué, c'est des petits nodules qui sont spécifiques. Des ostéocondensations focales, des amartomes dans le foie, le cœur. Ici, vous avez un amartome hépatique et puis des lésions cérébrales spécifiques. Autre patient, je crois que j'ai plus beaucoup de temps, c'est ça ? 1 minute. Là, on nous avait dit 30. Une patiente de 50 ans, syndrome sec oculaire et buccal, asymptomatique sur le plan respiratoire. Il y a des kystes, des kystes qui sont liés, qui sont la seule manifestation éparse, qui sont en rapport avec un syndrome de Gougeot-Sjogren, associé, en rapport avec son syndrome sec. Donc c'est une manifestation qui est relativement fréquente. Les kystes sont habituellement isolés, peu symptomatiques ou asymptomatiques, d'évolution indolente. Quand ils sont associés à du verre dépoli, des condensations, des nodules ou des réticulations, il faut autre chose, ou bien une lymphoprolifération plus diffuse dans le cadre d'une LIP, ou bien un lymphome de bas de grade, notamment quand il y a des condensations ou des nodules, ou bien l'amylose devant des nodules. Alors ici un cas qui associait ces kystes, des condensations et des nodules, et il y avait notamment un nodule calcifié. Cette patiente avait à la fois un lymphome et de l'amylose. Et puis un autre cas de kyste associé à un nodule qui avait été biopsié, qui correspondait à un nodule amyloïde. Ici, on remarque ici en mini-MIP qu'il y a fréquemment une mosaïque associée à ces kystes dans ce contexte, du fait du mécanisme d'obstruction bronchiolaire pour la formation de ces kystes. Maladie de dépôt de chaîne légère, c'est une association fréquente aux maladies hématologiques. Les kystes ont un aspect souvent un peu particulier, sachant que l'aspect morphologique des kystes n'est quand même pas un élément discriminatif extrêmement important, mais enfin, ils sont plus volontiers septés, avec un vaisseau intra- ou périkystique. Quand vous auriez des vaisseaux qui traversent le kyste, vous avez ces septa au sein des kystes. Il faut penser à la maladie de dépôt de chaîne légère, mais d'autres manifestations sont possibles avec des bronchectasies ou des nodules. Il existe également des causes très rares, donc quelques exemples ici. À gauche, vous avez de nombreux kystes, plutôt dans les régions supérieures, et dans ce cas-là, plutôt les régions médianes, mais il faut retenir surtout la topographie supérieure dans le cadre d'une neurofibromatose. Sur les images du milieu, ces kystes associés en rapport avec une papillomatose trachéobronchique, et sur la droite, un cas rare qui avait fait errer le diagnostic de kystes qui se baladaient, fluctuants, qui étaient en rapport avec la prise de cocaïne. Kyste signe d'accompagnement, quelques exemples. Un exemple de LIP avec du verre dépoli sur la gauche, de DIP, et vous voyez que les kystes dans la DIP sont généralement très particuliers, sont tout petits au sein des zones de verre dépoli et sont généralement attribués à des lésions de fibrose. Et puis dans la sarcoïdose, phase évolutive, qui fait suite souvent à des lésions granulomateuses, des condensations ou des nodules. Kyste associé à la PINS, c'est anecdotique, c'est quelques kystes. Et puis dans l'épide de lupus, on a fait une revue récente où il y avait beaucoup de kystes et qui correspondaient en fait à des lésions de fibrose. Alors c'est important de faire la démarche diagnostique quand même. 1 minute pour la démarche, parce que finalement c'est ça qui va vous aider. Donc on vous a concocté une petite démarche diagnostique assez simple. Donc face à un scanner thoracique, est-ce qu'il y a un kyste d'abord? Est-ce que c'est un kyste vrai? Pensez au diagnostic différentiel dont je vous ai cité. Si c'est un kyste vrai, est-ce qu'il est
multikystique ou paucikystique. S'il est paucikystique, pensez au vieillissement pulmonaire normal, Et aussi, ça peut être une maladie kystique débutante. En fait, on ne sait pas, il n'y a rien dans les guidelines. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas recontrôler ce patient, je ne sais pas, dans un an, par un scanner thoracique pour être sûr qu'il n'y ait pas des kystes qui se majorent. Après, est-ce qu'on est face à ce kyste? Est-ce que c'est le signe prédominant? Sinon, alors pensez au PID, donc comme Marie-Pierre vous a dit, la LIP, la DIP, la PHS. Si c'est le signe prédominant, on est face à une maladie kystique. Si on est face à une maladie kystique et que c'est un kyste isolé avec un poumon normal, pensez surtout à la lame, l'histiocytose, les diagnostics plus rares. Kyste et nodule, pensez histiocytose, métastase, puis plus rarement l'amylose, les chaînes légères, lame, STB. Maladie kystique, donc avec une tumeur rénale, si c'est une tumeur rénale de type angiomyélo-hypo, pensez à la lame, la STB. Si c'est un adénocarcinome, pensez à Birtock du B. Dans le cadre d'un contexte oncologique, toujours pensez aux métastases kystiques. Et s'il y a une histoire familiale de pneumothorax, pensez à la lame, la STB, la BHD, et puis plus rarement, enfin encore plus rarement, le Marfan et l'LR dans l'os. Donc pour conclure. Et donc pour conclure, la maladie kystique, c'est un groupe hétérogène qui est en cours de démembrement. Il peut y avoir de nouvelles entités qui vont être connues à l'avenir. Il y a une variabilité des aspects en imagerie avec un chevauchement possible entre les différentes étiologies. Important d'intégrer les éléments cliniques biologiques et les associations lésionnelles. Vous l'avez vu dans la démarche diagnostique. Parfois, il faut aller à la biopsie pulmonaire, mais on essaie de l'éviter le plus possible. Et finalement, c'est relativement peu fréquent. Et puis, l'importance de la DMD. Je finis sur ce cas-là, 25 ans. Plein de kystes, de la fibrose. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas pour le moment. Alors, elle a été ou elle va être greffée, donc peut-être qu'on aura une solution. Mais le kyste peut être une manifestation évolutive, en tout cas une présentation scanographique d'une fibrose. Alors, en général, il y a de la distorsion associée, mais il y a des fibroses pulmonaires qui vont se manifester avec une composante kystique qui n'est pas le kyste, qui ne correspond pas au kyste habituel du rayon de miel. Et quand on fait de l'histo, ce n'est pas du rayon de miel, mais c'est une des présentations et c'est probablement assez peu connu, je pense. Voilà. Merci. Merci aux dames oratrices pour cette présentation très riche. Par contrainte de temps, on va prendre une seule question. Donc on est déjà passé de 5 minutes. Une seule question. S'il vous plaît, par rapport à ces patients, ce genre de patients, surtout quand il y a une complication de pneumothorax, qu'est-ce qu'on doit leur imposer comme restriction? Est-ce qu'ils peuvent prendre l'avion? Est-ce que... Alors, c'est plus une question pour les pneumologues, mais oui, comme pneumothorax, à ma connaissance, ils ne prennent pas l'avion. Mais après, s'ils n'ont pas de pneumothorax, je ne sais pas s'il y a des restrictions qui leur sont... La plongée, certainement. Mais je pense qu'ils prennent l'avion quand même quand ils n'ont pas de pneumothorax. Non, ils ne prennent pas l'avion? Non. Merci pour cette session.